Je peux m'asseoir une minute ?» Sa voix tremblait autant que la canne qui la soutenait. Il leva les yeux de son ordinateur portable et la vit, jeune, épuisée, avec une seule jambe. Le café était vide, mais elle avait choisi 7 tables. Quand il lui dit « Tu es belle », elle se mit à pleurer. Ce qu'il ignorait, c'est que cette fille cachait un secret qui allait détruire et reconstruire sa vie. Restez jusqu'à la fin, car ce qui se passe au chapitre 5 vous brisera le cœur. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Des vidéos émouvantes tous les jours. Passons maintenant à l'histoire. La pluie d'octobre tombait légèrement sur le Marais, transformant les rues parisiennes en miroirs gris reflétant la lumière ambrée des réverbères. À l'intérieur du café des philosophes, l'arôme de l'espresso se mêlait à l'odeur des croissants tout juste sortis du four. C'était un jeudi après-midi et l'établissement était étonnamment vide. Julien Beaumont, 34 ans, PDG de Beaumont Architectes, était assis à son bureau habituel, celui du coin, près de la fenêtre embuée. Son ordinateur portable affichait les plans architecturaux d'un nouveau projet d'entreprise, mais ses pensées vagabondaient vers des lieux qu'il préférait oublier. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'accident. 3 ans depuis que Margot, sa femme, l'avait laissé seule avec Sophie, alors âgée de 7 ans. Son costume gris Armani était impeccable, mais ses yeux gris-bleu trahissaient une fatigue qu'aucun sommeil ne pouvait apaiser. Il sirotait son 3e expresso de l'après-midi lorsqu'il entendit la voix. « Puis-je m'asseoir ici une minute ?» C'était un murmure, presque une supplique. Julien leva les yeux et la vit. Une jeune femme, peut-être 24 ou 25 ans, aux cheveux châtain foncé ondulés et humides qui lui tombaient sur les épaules. Son visage avait des traits délicats, des yeux marron foncés, des lèvres pâles, une peau d'une blancheur de porcelaine. Elle portait une veste beige trempée et tenait une canne dans sa main gauche. Mais c'est en baissant les yeux que Julien réalisa. Elle n'avait qu'une jambe. La droite s'arrêtait juste au-dessus du genou et la prothèse était visible sous son jean mouillé. Le café était vide. Il y avait pourtant au moins 10 tables libres. « Bien sûr », répondit Julien en fermant instinctivement son ordinateur portable. « Asseyez-vous, je vous prie. » Elle se déplaçait avec difficulté, s'appuyant sur sa canne et le bord de la table. Ses mains tremblaient non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de quelque chose de plus profond, l'épuisement, la douleur, la peur peut-être. Lorsqu'elle s'assit enfin, elle laissa échapper un soupir de soulagement si intense qu'il brisa quelque chose en Julien. « Merci », murmura-t-elle sans le regarder directement. Julien l'observait discrètement. Elle était trempée. Son manteau dégoulinait sur le sol, formant une petite flaque. Elle n'avait rien commandé au serveur. Elle était simplement restée assise là, comme si ce moment de repos était tout ce dont elle avait besoin au monde. « Ça va ?» demanda Julien, surpris par sa propre inquiétude. Elle finit par le regarder. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle avait pleuré récemment. « Je suis juste fatigué, très fatigué. » Julien fit signe au serveur. « Un chocolat chaud, s'il vous plaît, et un croissant. » Puis il la regarda. « Vous devriez vous réchauffer. Je n'ai pas d'argent. Je ne t'ai pas demandé ton avis, » l'interrompit-il doucement, avec un demi-sourire. « Accepte-le, tout simplement. » Elle hésita, puis acquiesça. Lorsque le chocolat chaud arriva, elle serra la tasse entre ses mains comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Elle but lentement, fermant les yeux à chaque gorgée. Julien devait retourner au travail. Il devait aller chercher Sophie à l'école dans 1 heure, mais il ne pouvait détacher son regard de cette jeune fille qui semblait porter le poids du monde entier sur ses épaules. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Céleste », répondit-elle doucement. « Céleste Moreau, Julien Beaumont. » Elle observa son costume coûteux, son ordinateur portable dernier cri et la montre Patek Philippe à son poignet. « Vous devez être occupé. Excusez-moi de vous déranger. » « Vous ne me dérangez pas. » Il se pencha légèrement en avant. « Puis-je vous poser une question indiscrète ?» Elle haussa les sourcils, sur la défensive. « Pourquoi avez-vous choisi cette table? Le café est vide. » Céleste regarda par la fenêtre embuée, la pluie tombant dehors. « Parce que tu semblais en sécurité. » Le mot résonna dans la poitrine de Julien. En sécurité. Lui,
incapable de maîtriser sa propre vie, semblait en sécurité pour quelqu'un. « Vous avez des problèmes ?» demanda-t-il. Elle rit. C'était un rire amer, dénué d'humour. C'est une façon délicate de le dire. Julien attendit. Il avait appris au cours des 3 dernières années que parfois le silence en dit plus long que 1000 questions. Céleste se mordit la lèvre, retenant visiblement ses larmes. « J'ai perdu mon emploi il y a 3 semaines. Je ne peux pas payer le loyer. Le propriétaire m'a donné jusqu'à demain pour partir. Je n'ai nulle part où aller. » Les mots jaillirent dans un torrent désespéré, comme s'ils étaient restés prisonniers pendant longtemps. Julien sentit une oppression dans sa poitrine. Il connaissait le désespoir. Il connaissait cette sensation d'être à la dérive, sans aucun repère sous ses pieds. « Et votre famille ? » ?»« Je n'ai pas de famille. » Sa voix s'est brisée. « J'ai perdu ma jambe dans un accident de voiture il y a 2 ans. Mes parents étaient avec moi. Ils n'ont pas survécu. » Le silence qui suivit était assourdissant. Julien ferma les yeux un instant. Il savait exactement ce que c'était que cette douleur. La culpabilité de survivre quand celui qu'on aime ne survit pas. « Je suis désolé », dit-il, et il y avait une sincérité authentique dans sa voix. Céleste essuya ses larmes du revers de la main. « Pourquoi es-tu gentil avec moi? Tu ne me connais même pas. » Julien la regarda, il la regarda vraiment. Il vit au-delà de l'épuisement, au-delà de la douleur. Il vit de la force, de la résilience, de la beauté. « Tu es belle », dit-il simplement. Céleste se figea, ses larmes cessèrent. Elle le fixa comme s'il avait dit l'impossible. « Moi, quoi? Tu es belle, forte, et tu mérites que quelqu'un soit gentil avec toi. » Elle se remit à pleurer, mais cette fois, c'était des larmes différentes, des larmes de soulagement, d'être enfin vue. Personne n'a jamais... Depuis l'accident, elle n'arrivait pas à formuler des phrases complètes. Julien sortit une carte de visite de la poche intérieure de sa veste. « Écoutez, je sais que ça va paraître bizarre, mais... » Il hésita. Était-il vraiment en train de faire ça? « J'ai un appartement d'amis. Il est vide. Vous pouvez y loger le temps de vous installer. » Céleste regarda la carte comme s'il s'agissait d'un serpent. « Je ne peux pas accepter cela. Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être n'importe qui. Mais il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de quelqu'un qui a besoin d'aide. Et je suis en mesure de l'aider. Pourquoi ferais-tu ça ?» Julien regarda par la fenêtre, la pluie qui continuait de tomber. « Parce qu'il y a 3 ans, quand j'ai perdu ma femme, j'aurais souhaité que quelqu'un me contacte. Personne ne l'a fait. Considérez ceci comme une faveur que je vous rends. » Céleste tenait la carte d'une main tremblante. Elle lut l'adresse. Rue de Rivoli, un des quartiers les plus prestigieux de Paris. « Je paierai. D'une manière ou d'une autre, je le ferai. » « Pas de précipitation, » l'interrompit Julien. « D'abord, repose-toi. Ensuite, on verra pour le reste. » À ce moment précis, dans un café quasi désert au cœur de Paris, 2 vies brisées commencèrent à s'entremêler d'une manière qu'aucune d'elles n'aurait pu prévoir. L'appartement de Julien se trouvait dans un immeuble historique du 19e siècle, rue de Rivoli, donnant sur le jardin des Tuileries. L'appartement d'amis était au même étage, séparé uniquement par un couloir. Petit mais élégamment meublé, il comprenait une chambre, une salle de bain, une kitchenette et un salon avec une grande fenêtre donnant sur les jardins. Lorsque Céleste entra pour la première fois, 3 jours après leur rencontre au café, elle n'en crut pas ses yeux. Le parquet clair, le mobilier à la fois moderne et chaleureux, la lumière naturelle qui inondait la pièce. C'était comme un rêve. « Voilà », dit Julien en lui tendant une clé. « Internet est rapide, il y a le chauffage central et il y a des draps supplémentaires dans le placard. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Repose-toi simplement. » Céleste avait passé les 72 dernières heures dans une auberge de jeunesse surpeuplée. Pouvoir prendre une douche chaude tranquillement, dormir dans un lit propre, c'était plus qu'elle n'avait osé rêver. Au début, elle et Julien se voyaient à peine. Il partait tôt au bureau et rentrait tard. Céleste passait ses journées à chercher du travail en ligne, à envoyer des CV, à essayer de reconstruire sa vie. Mais le jeudi suivant, tout a changé. Céleste était dans la petite cuisine en train de préparer du café lorsqu'elle a entendu des voix dans le couloir. L'une était celle de Julien, l'autre était celle d'un enfant. « Papa, pourquoi es-tu si fatigué ? Travaille, ma chère.
Tu travailles trop. Maman disait toujours que tu travaillais trop. Il y eut un silence. Céleste réalisa qu'elle avait abordé un sujet sensible. « Allez, Sophie, préparons le dîner. » Céleste entendit la porte de l'appartement principal s'ouvrir et se refermer. Puis, le silence. Elle ignorait que Julien avait une fille. Le lendemain matin, Céleste partait pour un entretien d'embauche lorsqu'elle faillit percuter une petite silhouette dans le couloir. C'était une fillette d'environ 7 ans, aux cheveux blonds mi-longs et aux yeux gris-bleu comme Julien. Elle portait un uniforme scolaire, une jupe bleu marine, un chemisier blanc et un sac à dos. La jeune fille la regarda avec une curiosité non dissimulée. « Tu es la nouvelle habitante. » Céleste sourit, s'agenouillant avec difficulté pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Céleste. Et vous ?»« Sophie Beaumont. »« La fillette tendit la main avec une adorable formalité. « J'ai 7 ans. Et vous ?»« 24. » Sophie regarda la prothèse de jambe de Céleste, visible sous son jean. « Qu'est-il arrivé à votre jambe ?»« Sophie !» La voix de Julien venait de l'appartement. Il apparut sur le seuil visiblement gêné. « Excusez-moi, elle est curieuse. »« Tout va bien », dit doucement Céleste en regardant Sophie. « J'ai eu un accident de voiture il y a 2 ans. Mais tu sais, je me débrouille très bien malgré tout. » Sophie hocha la tête, pensive. « Ma mère a elle aussi eu un accident de voiture, mais elle n'est pas revenue. » Le cœur de Céleste se serra. Julien ferma les yeux un instant, comme si les paroles de sa fille étaient un couteau. « Sophie, allez, sinon tu vas être en retard à l'école. » Mais Sophie continuait de regarder Céleste. « Tu es magnifique, » dit simplement la jeune fille. « Tes yeux sont couleur chocolat. » Céleste sentit les larmes lui monter aux yeux. À 2 reprises en une semaine, des membres de cette famille lui avaient donné le sentiment d'être comprise. « Merci Sophie, vous êtes très belle aussi. » Sophie afficha un large sourire. « Est-ce que je peux te rendre visite de temps en temps? Papa est très occupé et je m'ennuie. » Julien allait protester, mais Céleste répondit la première. « Bien sûr, tant que ton père le permet. » Julien soupira, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Vamos, Pestigna, au revoir Céleste. »« Au revoir. » Céleste les regarda s'éloigner dans le couloir. Sophie tenait la main de son père, mais se retourna et fit un grand signe de la main à Céleste. Cet après-midi-là, à son retour de son entretien d'embauche infructueux, Céleste trouva un mot sous sa porte. « Désolée pour l'intrusion de Sophie. Elle peut être directe. Merci d'être gentil avec elle. Elle n'a pas beaucoup de monde dans sa vie. J. » Céleste serra le billet contre elle, ressentant une étrange sensation dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié, c'était un lien. 3 jours plus tard, Sophie frappa à la porte de Céleste. C'était samedi après-midi, et la jeune fille portait une boîte de crayons de couleur et un carnet de croquis. Papa est en pleine réunion professionnelle ennuyeuse. Je peux dessiner ici? Céleste rit. Bien sûr, entrez. Sophie s'installa sur le canapé et étala son matériel. Elle se mit à dessiner avec une concentration intense, la langue tirée par l'effort absolu qu'elle déployait. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Céleste en s'asseyant à côté d'elle. « Ma famille. Avant, il y avait maman, papa et moi. Mais maintenant, il n'y a plus que papa et moi. » Elle marqua une pause. « Parfois, c'est très calme. Je comprends, » dit doucement Céleste. J'ai perdu mes parents aussi. » Sophie la regarda fixement, les yeux écarquillés. « Et aussi, dans l'accident de voiture, essayez. Vous savez donc à quel point c'est triste. » « Oui, je sais. » Sophie reprit son dessin. Après quelques minutes, elle ajouta une 3e figure. Une femme aux cheveux bruns. « Qui est-ce » demanda Céleste. « Toi » dit simplement Sophie. « Maintenant, tu fais partie de notre famille. » Céleste sentit une boule dans la gorge. « Sophie, je suis juste quelqu'un qui vit ici depuis un certain temps. Mais tu m'aimes bien, n'est-ce pas? »« Bien sûr que j'aime ça. Et je t'aime bien. Alors tu fais partie de la famille. » Le raisonnement de l'enfant était irréfutable. Lorsque Julien raccrocha enfin et alla chercher Sophie, il les trouva toutes les 2 assises par terre, entourées de dessins. Sophie expliquait chacun d'eux avec enthousiasme, et Céleste écoutait avec un intérêt sincère. « Désolé, » dit Julien. « J'espère qu'elle ne vous dérangeait pas. »« Absolument pas, » répondit Céleste, et c'était vrai. « Elle est merveilleuse. » Sophie courut vers son père. «
Papa, Céleste a aussi perdu ses parents, dans un accident de voiture, tout comme maman. Julien regarda Céleste par-dessus la tête de Sophie. Il y avait quelque chose dans son regard, de la compréhension peut-être, la reconnaissance d'âmes qui connaissent le même genre de perte. « Céleste, dit-il calmement, aimerais-tu dîner avec nous demain ?» Sophie insiste. « Oui, je le suis, » répondit Sophie avec enthousiasme. Céleste hésita, elle ne voulait pas s'en mêler. Mais lorsqu'elle regarda cette jeune fille aux yeux pétillants et cet homme fatigué qui lui avait offert sa gentillesse au moment où elle en avait le plus besoin, j'adorerais. Et ainsi, lentement, une nouvelle dynamique familiale commença à se former dans l'appartement de la rue de Rivoli. Le dîner du dimanche commença solennellement. Julien avait préparé un coq au vin et la table était soigneusement dressée. Sophie, vêtue d'une robe bleue, était intarissable. Céleste, aimes-tu dessiner? J'adore dessiner. Et aimes-tu la glace? Quel est ton parfum préféré? Le mien, c'est le chocolat. Papa dit que je parle trop, mais je pense que parler, c'est bien, tu ne trouves pas? Céleste riait sincèrement pour la première fois depuis des mois. Je trouve que tu parles très bien, Sophie. Julien observa cette interaction avec une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. La chaleur. Son appartement, si silencieux et froid depuis la mort de Margot, était de nouveau plein de vie. « Sophie, laisse Céleste manger, » dit-il doucement. « Tout va bien, » l'assura Céleste. « J'aime l'écouter. » Après le dîner, Sophie a demandé à Céleste de lui lire une histoire avant d'aller au lit. Julien a commencé à refuser, mais Céleste a accepté avant qu'il ne puisse dire un mot. Dans la chambre de Sophie, décorée de posters de ballerines et d'animaux, Céleste était assise au bord du lit. Sophie choisit Le Petit Prince. Tandis que Céleste lisait, sa douce voix emplissant la pièce, Julien les observait depuis l'embrasure de la porte. Voir Céleste avec Sophie lui rappelait le bon vieux temps, ce qu'il pourrait redevenir. Lorsque Sophie finit par s'endormir, Céleste quitta la chambre en silence. Julien l'attendait dans le couloir. « Merci, dit-il. Elle ne demande ça à personne, seulement à moi et... Avant, c'était Margot. Elle est spéciale, a dit Céleste. Tu élèves une fille extraordinaire. Je n'ai pas toujours cette impression. La plupart du temps, j'ai l'impression de simplement survivre. » Ils entrèrent ensemble dans la pièce. La nuit parisienne scintillait à travers les fenêtres. « Voulez-vous du vin ?» proposa Julien. « Bien sûr. » Elles s'assirent sur le canapé et pour la première fois, elles se mirent vraiment à parler. Céleste lui raconta sa vie avant l'accident, ses études de lettres, son rêve de devenir enseignante et comment tout avait basculé par une nuit pluvieuse sur l'autoroute A6. « Je conduisais, dit-elle à voix basse. Mon père m'a demandé de m'arrêter et il a dit que j'étais fatiguée. Mais j'ai insisté. Je voulais prouver que je pouvais faire tout le trajet seul. » Elle marqua une pause. « Si seulement je l'avais écouté. »« Non, » l'interrompit Julien d'un ton ferme. « Tu ne peux pas vivre dans les regrets. Crois-moi, j'ai essayé. Pendant des mois après la mort de Margot, j'ai repassé en revue chaque décision prise ce jour-là. Et si j'avais insisté pour qu'on prenne un taxi? Et si je n'avais pas travaillé tard? Quoi. Il prit une gorgée de vin. « Mais au final, tu ne fais que te détruire. Comment avez-vous surmonté cela? Je ne m'en suis pas remis. J'ai appris à vivre avec. C'est différent. » Il regarda la chambre de Sophie. « Et c'est elle qui me retient. Quand j'avais envie de tout abandonner, je devais me lever parce qu'elle avait besoin de son petit déjeuner, d'un uniforme propre, de quelqu'un pour signer son carnet de correspondance. « Tu es un bon père, » dit Céleste sincèrement. « J'essaie. Je n'y arrive pas toujours. Personne ne réussit tout le temps. » Julien se tourna vers elle. « Et vous, qu'allez-vous faire maintenant? » « Continue d'essayer. J'ai décroché un entretien pour un poste d'assistante éditoriale chez Gallimard. C'est mardi prochain. » L'éditeur? « Oui, ce n'est pas exactement de l'enseignement de la littérature, mais c'est un début. »« Tu vas réussir, » dit-il avec conviction. « Comment savez-vous? » « Parce que tu es fort. Quiconque a traversé ce que tu as traversé et qui continue de se battre est plus fort qu'il ne le pense. » Céleste sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi? Vraiment ?» Julien resta silencieux un long moment. Puis il dit « Quand Margot est morte, je me suis renfermé sur moi-même. J'ai cessé de faire confiance aux gens. J'ai cessé de ressentir.
Mais ensuite, tu es entré dans ce café, tu as demandé à t'asseoir, et quelque chose chez toi, il cherchait ses mots, m'a rappelé que les bonnes personnes existent encore, qu'il vaut encore la peine d'entrer en contact avec elles. Je suis juste une jeune fille perdue que vous avez trouvée dans un café. Tu es bien plus que cela. Tu ne le vois pas, mais tu l'es. Ils se regardèrent, et quelque chose changea entre eux à cet instant. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. C'était la reconnaissance de deux êtres qui se comprenaient à un niveau que peu d'autres pouvaient saisir. Les semaines suivantes, une routine s'installa. Céleste obtint le poste chez Gallimard. Elle partait tôt, rentrait l'après-midi et dînait souvent avec Julien et Sophie. La jeune fille s'était tellement attachée à Céleste que cela inquiétait même Julien. « Papa, dit Sophie un soir tandis que Julien l'abordait, est-ce que Céleste peut rester pour toujours ? Sophie, elle a sa propre vie, mais elle nous apprécie et nous l'apprécions. Pourquoi ne peut-elle pas rester ? C'est plus compliqué que ça. Pourquoi les adultes disent-ils toujours que les choses sont compliquées ? Julien sourit tristement, parce que c'est généralement le cas. Mais Sophie avait semé une graine dans son esprit. Et si Céleste restait ? Et si cette famille brisée pouvait renaître, se reconstruire d'une autre manière ? Un vendredi soir, Julien invita Céleste à dîner, en tête-à-tête. Sophie resterait avec la nounou. « Pourquoi ?» demanda Céleste, surprise. « Parce que j'aimerais mieux la connaître, sans être interrompue par une petite fille de 7 ans bavarde. » Céleste rit. « J'adore ces interruptions. Moi aussi, mais tu mérites d'être plus que simplement l'amie de Sophie. Tu mérites d'être Céleste. » Elle hésita, puis hocha la tête. « D'accord, un dîner pour deux. » C'était dans un petit restaurant du Marais, à la lueur des bougies et bercé par une douce musique. Ils ont parlé pendant des heures, de livres, d'architecture, de rêves perdus et de nouveaux espoirs. Julien lui a raconté sa rencontre avec Margot à l'université, sa joie de vivre communicative et comment la vie l'avait emporté trop tôt. Céleste a partagé sa culpabilité, ses peurs et comment, pour la première fois depuis des années, elle commençait à ressentir qu'elle pourrait peut-être être heureuse à nouveau. « Tu me fais me sentir normale », a-t-elle admis, pas comme la fille qui a perdu sa jambe. Juste moi, parce que c'est ce que tu es. Tes jambes ne te définissent pas. À leur retour chez eux, ils s'arrêtèrent devant la porte de l'appartement de Céleste. « Merci pour cette soirée, dit-elle. Merci d'avoir accepté. » Il y a eu un moment où Julien a failli l'embrasser, mais il s'est retenu. « Bonsoir, Céleste. Bonsoir, Julien. » Mais ils le savaient tous les deux. Quelque chose était en train de changer. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. C'était un samedi de novembre, et tout a commencé à se dégrader. Céleste était dans la cuisine de son appartement, en train de préparer le petit déjeuner, lorsqu'elle a entendu frapper avec insistance à la porte. C'était Sophie, les larmes ruisselant sur son visage. « Céleste, Céleste, j'ai besoin de toi !» Elle ouvrit immédiatement la porte. « Sophie, que s'est-il passé ? C'est papa. Il pleure. Il est dans la chambre de maman et il ne veut pas en sortir. » Le cœur de Céleste se serra. Elle savait que Julien avait laissé la chambre de Margot intacte, un sanctuaire de souvenirs qu'il visitait rarement. « D'accord, chérie, reste ici. Je vais voir ce qui se passe. » Elle traversa le couloir et entra dans l'appartement de Julien. La porte de la chambre de Margot était entr'ouverte. Elle entendait une respiration haletante, le bruit de quelqu'un qui luttait pour ne pas s'effondrer complètement. « Julien » appela-t-elle doucement en frappant à la porte. « S'en aller. Je n'y vais pas. Sophie est inquiète. » Silence. Puis, aujourd'hui aurait été notre anniversaire de mariage. 10 ans. Céleste poussa doucement la porte. La pièce semblait figée dans le temps. Les photos du mariage au mur, les vêtements encore dans l'armoire, le parfum sur la coiffeuse. Julien était assis au bord du lit, tenant une photo de la cérémonie. « 10 ans, répéta-t-il, la voix brisée. « Et je ne peux pas la laisser partir. » Céleste s'assit à côté de lui, respectant son espace, mais présente néanmoins. « Tu n'as pas besoin de la laisser partir. Elle fait partie de toi. » « Mais alors pourquoi est-ce que je me sens coupable ?» Il regarda Céleste, les yeux rouges. « Pourquoi est-ce que je me sens coupable d'apprécier ta compagnie, de sourire quand tu es près de moi, de penser à toi avant de m'endormir ?»
Les mots restaient en suspens. Céleste sentit son cœur s'emballer. « Julien, c'est injuste, n'est-ce pas? C'est trop tôt. Elle est décédée il y a seulement 3 ans. Il n'y a pas de bon moment pour tourner la page, » dit doucement Céleste. Et ressentir quelque chose de nouveau ne signifie pas que tu as moins aimé. Cela signifie que tu es toujours en vie, que ton cœur bat toujours. Et le vôtre? Demanda-t-il soudain. Votre cœur bat-il encore? Elle prit une profonde inspiration. Je ne le pensais pas. Je croyais être morte avec mes parents sur cette route. Mais ensuite vous êtes apparue. Et Sophie aussi. Et vous m'avez montré que je peux encore ressentir, que je peux encore... Elle hésita. Aimer. Julien posa la photo de côté et prit la main de Céleste. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment aimer quelqu'un à nouveau, sans avoir l'impression de trahir Margot. Peut-être, suggéra Céleste, que tu ne la trahis pas. Peut-être que tu lui rends hommage, que tu honores la vie qu'elle souhaitait pour toi. Une vie heureuse, pas une vie prisonnière du passé. Ils restèrent là, mains entrelacées, 2 survivants tentant de retrouver le chemin de la lumière. Mais la paix fut de courte durée. Lundi, Céleste a reçu un appel téléphonique. Le numéro était inconnu. « Bonjour, Céleste Moreau », une voix formelle et masculine. « Essayez, ici l'inspecteur Roche de la police parisienne. Je dois vous parler de l'accident qui a coûté la vie à vos parents il y a 2 ans. » Le sang, son corps se figea. « Quoi? Pourquoi? » De nouveaux éléments de preuve ont été découverts. Je vous prie de vous présenter au poste de police cette semaine. Ah, quel genre de preuves? Je préfère ne pas en discuter par téléphone. Pouvez-vous venir jeudi à 14h? Oui, je peux. Quand elle a raccroché, ses mains tremblaient violemment. Qu'avait-il découvert? L'accident n'était qu'un accident, n'est-ce pas? Elle n'en a pas parlé tout de suite à Julien. Elle ne voulait pas l'inquiéter. Mais la veille du rendez-vous avec la police, elle était si visiblement bouleversée qu'il l'a remarqué. « Céleste, que se passe-t-il? »« Rien. Je suis juste fatiguée. Ne me mens pas, s'il te plaît. » Elle soupira et le lui dit. Julien pâlit. « Veux-tu que je t'accompagne? »« Non, je dois faire ça seule. » Jeudi, Céleste entra au commissariat les jambes tremblantes. L'inspecteur Roche était un homme d'âge mûr, à l'air grave. « Mademoiselle Moreau, merci d'être venue. » Il ouvrit un dossier. « Nous avons examiné le dossier de l'accident sur l'A6 et nous avons découvert quelque chose de troublant. » « Quoi? Les freins de la voiture. Ils ont été sabotés. » Le monde de Céleste tournoyait. « Quoi? C'est impossible. Qui ferait ça? » « Nous enquêtons, mais il y a un détail important. Son père avait-il des ennemis? » « Mon père était comptable. Il n'avait pas d'ennemis. Il travaillait pour Moreau & Associés, n'est-ce pas? Un cabinet qui audite les grandes entreprises? Oui, mais il enquêtait sur des irrégularités chez Industrielle Française 3 mois avant l'accident. Une fraude fiscale à grande échelle. Céleste avait la nausée. Vous êtes en train de dire que quelqu'un a tué mes parents à cause d'une enquête? Nous affirmons qu'il s'agit d'une possibilité que nous devons explorer. Lorsque Céleste quitta le commissariat, elle ne rentra pas chez elle. Elle alla se promener le long des quais de Seine, essayant de digérer le choc qui venait d'exploser dans sa vie. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a tué ses parents. Quelqu'un l'a laissé handicapé, délibérément. Elle a marché pendant des heures jusqu'à ce que son téléphone portable sonne. C'était Julien. « Où es-tu? Sophie est inquiète. Je suis inquiète. J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Céleste, qu'a dit la police? » Elle s'est mise à pleurer. Ils ont dit que ce n'était pas un accident, que quelqu'un avait saboté la voiture, que mes parents avaient été assassinés. Où es-tu? Je viens te chercher tout de suite. Julien, non. Dis-moi où. Elle a dit cela. 20 minutes plus tard, Julien était là, Sophie dans la voiture. La jeune fille est sortie en courant et a serré Céleste fort dans ses bras. Je t'aime, Céleste. Ne sois pas triste. Et là, dans les bras de cette fillette de 7 ans, Céleste a enfin laissé libre cours à ses émotions, à toute la douleur qu'elle avait gardée enfouie, à toute la souffrance, à toute la peur. Julien la serra également dans ses bras et ils restèrent là, une famille temporaire peut-être, mais une famille tout de même, tandis que la Seine coulait silencieusement à leur côté. Les semaines qui suivirent, les révélations furent floues. La police poursuivit son enquête,
Mais les réponses restaient complexes. Industrielle française avait été dissoute. Les principaux dirigeants étaient morts ou portés disparus. Les pistes étaient au point mort. Céleste sombra dans une profonde dépression. Elle s'absenta du travail. Elle mangeait à peine. L'appartement qui avait été son refuge lui semblait désormais une prison. C'est Sophie qui l'a sauvée. La fille frappait à la porte tous les jours après l'école. « Céleste, dessinons. Céleste, j'ai fait un biscuit à l'école. Il est pour toi. Céleste, papa dit que tu es triste. Moi aussi, je suis parfois triste. Mais ensuite, je me souviens des bons moments. » Un jour, Sophie a apporté une boîte à chaussures. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Céleste, assise sur le canapé dans des vêtements qu'elle portait 3 jours auparavant. « Ma boîte à souvenirs heureux. Je vais te la montrer. » La jeune fille ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des photos, des dessins, des petits mots, des objets, un coquillage ramassé sur la plage, un ticket de cinéma, une feuille de papier pressée. Quand je suis vraiment triste à cause de maman, je regarde ces choses. Elle me rappelle que j'étais heureuse avant. Et si j'ai été heureuse une fois, je peux l'être à nouveau. Céleste se mit à pleurer. Tu es très sage pour une enfant de 7 ans. Papa dit la même chose. Sophie monta sur le canapé à côté de Céleste. Veux-tu créer une boîte à souvenirs heureux avec moi? Et ainsi, peu à peu, Céleste commença à se reconstruire. Avec Sophie à ses côtés, elle prépara sa propre boîte. Une photo de ses parents souriant. La carte du café où elle avait rencontré Julien. Un dessin que Sophie avait fait d'elle. Un mot de Julien la remerciant d'avoir illuminé leur vie. Julien l'observait de loin, lui laissant de l'espace, mais toujours présent. Il préparait des repas supplémentaires qu'il déposait devant sa porte. Il lui envoyait des messages simples. « Tu n'es pas seul. » Un soir, Céleste a finalement frappé à sa porte. « Julien ?» Il l'ouvrit immédiatement. « Céleste, entre. Je dois vous remercier de ne pas avoir abandonné. Je n'abandonnerai jamais. Pourquoi? Je suis un désastre. Je porte en moi des problèmes, des bagages. » Julien s'avança et prit ses mains dans les siennes. « Nous avons tous des bagages. La question est de trouver quelqu'un qui soit prêt à nous aider à les porter. Et toi? Je suis. » Ils s'embrassèrent. Enfin. C'était un baiser doux, hésitant, empreint de toute la douleur et de tout l'espoir qu'ils portaient en eux. Au moment de se séparer, Céleste murmura « J'ai peur. Peur que ce soit trop beau pour être vrai. Peur de te perdre toi aussi. Tu ne me perdras pas. Je te le promets. On ne peut pas contrôler l'avenir, Céleste. Mais on peut choisir comment on vit maintenant. Et comment voulez-vous vivre? Avec toi, avec Sophie, en famille. Pas parfaite, mais la nôtre. » Au cours des mois suivants, ils ont construit cette famille. Céleste a officiellement emménagé dans l'appartement principal. Sophie avait 2 personnes pour lui lire des histoires avant de dormir. Les dîners étaient animés et emplis de rire. L'enquête policière a fini par piétiner. On ne saurait jamais avec certitude qui avait saboté la voiture. Mais Céleste a appris une chose importante. Elle ne pouvait pas vivre dans le passé. Elle ne pouvait pas laisser ce qu'on lui avait pris définir ce qu'elle pouvait encore avoir. Un après-midi de printemps, ils se rendirent au jardin des Tuileries. Sophie courait devant, poursuivant les pigeons. Julien et Céleste marchaient main dans la main. « Tu te souviens, dit Céleste, de ce jour au café, quand j'ai demandé à m'asseoir juste 1 minute? Comment pourrais-je oublier? Si seulement j'avais su que cette petite minute se transformerait en ça. » Elle regarda Sophie, Julien, la vie qu'ils menaient désormais. « Vous seriez assis de toute façon ?» Elle sourit. Indubitablement. Ils s'arrêtèrent près de la fontaine. Julien s'agenouilla, non sans mal, car Sophie courait vers lui, et sortit une petite boîte de sa poche. « Julien ou quoi? Céleste Moreau, tu es arrivé dans ma vie quand j'étais perdu. Tu as apporté la lumière dans les ténèbres. Tu as fait sourire Sophie à nouveau. Tu m'as fait croire aux secondes chances. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague simple mais magnifique. « Veux-tu construire cette vie avec moi, officiellement ?» Céleste regarda Sophie qui sautait de joie. « Dis oui, dis oui !» Elle se retourna vers Julien, l'homme qu'il avait vu quand elle était invisible, qu'il avait soutenu quand elle était brisée, qu'il avait aimé quand elle pensait ne pas mériter d'être aimée. « Oui !» murmura-t-elle. « 1000 fois oui !» Sophie poussa un cri de joie et courut les serrer dans ses bras. Et là,
Au cœur de Paris, 3 êtres que la vie avait séparés trouvèrent le moyen de se retrouver. Non pas parce qu'ils ont oublié le passé, mais parce qu'ils ont appris à porter leurs cicatrices ensemble. Et parfois, c'est la plus belle forme d'amour, non pas l'amour qui vient facilement, mais l'amour qui se construit, pierre par pierre, souvenir par souvenir, choix par choix. 6 mois plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime. Sophie était demoiselle d'honneur et insista pour prononcer un discours. Quand Céleste a frappé à la porte pour demander à s'asseoir juste 1 minute, dit la jeune fille en lisant sur un morceau de papier à l'écriture tremblante, elle ne savait pas qu'elle allait rester pour toujours. Mais moi, je le savais, parce qu'on reconnaît sa famille quand on la voit, et elle fait partie de ma famille. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Ce soir-là, après que Sophie se soit endormie, Julien et Céleste sont restés sur le balcon à regarder Paris scintiller. « Tu sais, » dit Céleste, « si ce propriétaire ne m'avait pas expulsé, si je n'avais pas été désespéré ce jour-là, si je n'étais pas allé spécifiquement dans ce café, alors peut-être que l'univers sait ce qu'il fait, » a conclu Julien. « Ou peut-être, » sourit-elle, « que parfois la vie nous prend tout pour nous apprendre que nous pouvons reconstruire. D'une autre manière, mais toujours aussi belle. » Il l'embrassa doucement. « Merci de vous être assis à cette table. »« Ah, merci d'avoir dit que j'étais belle. Tu l'es, tu l'as toujours été, tu le seras toujours. » Ainsi, 2 âmes brisées par un traumatisme, unies par un moment de bonté dans un café pluvieux, ont prouvé que parfois les plus belles fins commencent dans les endroits les plus sombres. Parce que la vie ne consiste pas à éviter la douleur. Il s'agit de trouver quelqu'un qui vous tiendra la main pendant que vous la traversez. Et quand on trouve cette personne, on s'y accroche fort. Et ça ne lâche pas prise.